Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. On parle aujourd'hui des RH. Bah oui, vous nous regardez évidemment. Ils veulent être augmentés, vous l'avez compris, on va parler d'IA et on ne parle pas que de salaire dans cette interview avec Bouchra Roby. Elle est associée chez Workforce et Transformation RH chez PwC France Maghreb. Le cercle RH, l'absentéisme, le sujet au cœur de l'actualité. Quelle est la bonne solution? Quelle est la solution pour lutter contre l'absentéisme? On en parlera avec Camille Moss, Victor Vaknin et Anne Kerzan pour faire le point, notamment dans le secteur privé. Ce sera le cercle RH. Et pour finir, le livre de Smart Job, en finir avec le management bonsaï. J'adore le titre. Florence Marty, l'autrice, sera notre invitée spécialiste RH, auteur justement de ce livre, sorti aux éditions Erol. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des RH, mais pas le service paye, non, le RH augmenté, le métier de RH demain. Et on en parle avec Bouchra Roby. Bonjour Bouchra. Bonjour. Ravi de vous accueillir, associé Workforce et Transformation RH au sein de PwC France Maghreb, avec une étude qui est sortie au premier trimestre 2024, qui est à la fois passionnante et j'ai envie de dire presque un peu inquiétante, parce que dans l'étude, on voit qu'il y a beaucoup de désirs, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses des RH qui sont un peu dépassés par la technologie. Est-ce que je résume bien votre étude? Alors peut-être un mot sur l'étude. Donc c'est une étude qui a été lancée en effet au premier trimestre 2024 dans un contexte bien particulier, celui où les organisations se transforment en continu, à peine sorties d'un cycle qu'on repart dans un autre cycle. On voulait donc voir comment les DRH se positionnent par rapport à ça, et notamment ces DRH qui avaient un double enjeu technologique. Le premier enjeu était celui de la relance à la sortie du Covid, des investissements dans le renouvellement et la modernisation de leur système d'information RH. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Et le deuxième enjeu, évidemment, l'IA, et particulièrement l'IA générative, dont on a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, absolument. Et donc c'est dans ce double contexte technologique qu'on voulait interroger les DRH, savoir leurs priorités, comment ils se positionnent par rapport à ces défis-là, et puis comment ils positionnent leurs fonctions au sein de l'organisation pour accompagner ces transformations. Donc il y a un double défi avec une question de positionnement stratégique. Ça, c'est intéressant de savoir ce qu'en pense PwC. Est-ce bien le RH qui décide des transfos technologiques, dans la mesure où l'étude explique que le RH est parfois un peu pris de vitesse par l'accélération de la technologie? Alors le DRH, qui est une très très bonne nouvelle, s'occupe de sa propre transformation technologique, et ça c'est un vrai sujet et qui recrutement, passe pas que toutes les chaînes de valeur portées par le RH. Donc on parle dans le jargon de talent suite. Ce sont des solutions qui vont couvrir du recrutement à la gestion de carrière, les fixations d'objectifs jusqu'à la sortie. Donc il y a une vraie relance. On peut dire merci au Covid qui a en fait débloqué un tas d'investissements pour les DRH, et l'étude entre autres démontre qu'ils sont 2 tiers à avoir engagé des process ou sont en train d'engager des projets pour renouveler leur SIRH. Quelques chiffres, on va les découvrir. Technologies les plus prometteuses selon les DRH et donc selon l'étude PwC. 65% estiment que c'est l'IA générative, 60% l'automatisation robotisée des processus et 55% l'IA classique, je veux dire presque un peu désuète, les chatbots et l'utilisation classique de l'IA qui est déjà dans notre quotidien. C'est plutôt une bonne nouvelle que le RH s'empare de l'IA générative, parce qu'il y a eu quand même au départ un peu de réticence des DRH. Une très bonne nouvelle, parce que le DRH s'empare de ce sujet-là à double titre. D'abord pour travailler avec le management de son organisation pour dire en quoi l'IA générative pourrait impacter les emplois et les compétences de l'organisation, et comment je peux donc anticiper ça et lancer des approches très dédiées de formation, de développement, pour m'assurer que les collaborateurs de l'organisation sont préparés à l'IA générative. Et puis il s'y intéresse également pour lui-même, parce qu'il faut dire que la fonction RH fait partie de ces fonctions dans lesquelles l'IA générative pourrait apporter beaucoup d'opportunités. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, c'est pas un mot valise, parce qu'on l'a à chaque fois dans les interviews autour de l'IA et de la relation au travail. 70% des DRH interrogés par PwC placent l'enjeu humain au cœur des transfos en cours dans leur organisation. Alors éclairez-nous, parce que d'un côté, ils se transforment par un processus technologique, et de l'autre, ils nous disent qu'il faut que l'humain reste au centre.
Alors, il est où l'humain? Il est au centre et qu'est-ce qu'il va faire? L'étude démontre que, et je le vois avec mes clients DRH avec qui je travaille, la technologie ne fait pas l'alpha et l'oméga du quotidien du DRH. C'est un outil. C'est un outil, c'est un accélérateur, c'est un levier qui va me permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc quand on dit qu'ils mettent l'humain au centre des transformations, ils se dotent d'une mission, et je vois plusieurs DRH qui investissent dans des centres d'excellence de conduite du changement pour accompagner justement les collaborateurs et les managers à mieux appréhender les transformations. Ça veut dire quoi pour moi, collaborateur, dans mon métier au quotidien? Ça veut dire quoi pour moi, manager au quotidien? Toutes les transformations ont un enjeu majeur, c'est celui d'expliciter le pourquoi pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, cette étude nous révèle que les DRH se remettent à nouveau dans ce rôle d'agent du changement. Donc ça, c'est une façon de positionner l'humain au centre des transformations. L'autre façon, c'est qu'ils sont plus de 66% à avoir lancé des programmes d'upskilling, reskilling. Je me permets une petite définition. Upskilling, voilà, pour nos auditeurs. L'upskilling, c'est le fait de rajouter un certain nombre de sets de compétences à un socle existant et qui va me permettre de continuer de faire mon job demain parce qu'il aura évolué et notamment sous l'effet de l'IA générative ou de la technologie. Le reskilling, c'est beaucoup plus intéressant et donc plus difficile à mettre en place, si je peux dire. Oui. C'est celui de dire je change complètement mon socle de compétences et je me dote de nouvelles compétences. Page blanche et on réécrit tout. Exactement, et je vais occuper un autre emploi que j'aurais même pas projeté en temps normal. Et ça, c'est difficile à mettre en place. Donc c'est se projeter aussi sur les nouveaux emplois. Exactement. Et donc ça requiert la capacité de la fonction RH à anticiper et à être dans une approche, enfin une posture proactive par rapport à ces attentes-là. Des DRH, en tout cas on le voit dans cette étude à découvrir sur le site de PwC France Maghreb, très mobilisés et on voit qu'ils veulent devenir les acteurs de la transfo, de leurs organisations et de l'organisation. Merci Bouchra Roby d'être venu nous rendre visite sur le plateau de Smart Job, associé Workforce et Transformation RH chez PwC France Maghreb. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le cercle RH avec un sujet qui impacte tous les RH et DRH, l'absentéisme. On en a beaucoup parlé à l'occasion d'un débat à l'Assemblée nationale sur l'égalité entre le public et le privé en matière de jours de carence. On va s'intéresser à l'absentéisme dans le secteur privé. Qu'en est-il exactement? Comment faire pour lutter contre l'absentéisme? On en parle avec mes invités. C'est le cercle RH et c'est tout de suite. Le cercle RH, le débat avec mes invités pour parler de l'absentéisme. Alors, on ne va pas parler de l'absentéisme sous l'angle politique avec ce débat très tendu entre le public et le privé. Néanmoins, évidemment, il a agité et ouvert le sujet autour de l'absentéisme chez les salariés, tant dans le public que dans le privé. Mes invités sont avec moi avec une seule question. Comment réduire l'absentéisme? Est-ce que c'est lié aux conditions de travail? Est-ce que c'est lié au désengagement des collaborateurs qui ne croient plus trop à ce qu'ils font et qui, de temps en temps, s'arrêtent sur des arrêts courts? On va faire le point avec eux. Camille Moss, vous êtes directrice technique et offre chez Mercer Marsh Benefits France. On reviendra évidemment sur ce que vous proposez et puis sur l'ambition très philosophique qui est d'améliorer la santé des collaborateurs au sein de l'entreprise. À vos côtés, Victor Vaknin, vous êtes le fondateur de Mozart Consulting. Vous travaillez justement sur cet indice de bonne santé. Et on reviendra sur l'étude IBET qui est très très riche, très détaillée. Et puis Anne Kerzan est avec nous. Bonjour Anne, directrice marketing et communication chez PrediLife. Et PrediLife, il y a le mot prédiction des maladies graves, des cancers notamment. Tout à fait, c'est exactement ça. Juste un petit mot, vous qui observez à travers votre accompagnement les entreprises sur le niveau d'absentéisme, sur les causes. Vous avez regardé comment le débat sur l'inégalité entre le public et le privé, sur cette question des jours de carence? On est un peu plus accompagné dans le public que dans le privé. Certains disent peut-être qu'il faudrait qu'on mette à égalité les deux. Non, non, vous faites la moue. Sur le fait, est-ce qu'on est plus accompagné dans le public, dans le privé, pardon, que dans le public? Notre façon de voir les choses, en fait, c'est qu'effectivement, le sujet de l'absentéisme est un sujet à la fois dans le public et dans le privé, probablement pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement un grand débat. Il y a un intérêt commun, en fait, à travailler sur l'absentéisme, à la fois pour la France de façon générale, pour les entreprises, pour les collaborateurs eux-mêmes. Et on se dit aujourd'hui qu'au final, les entreprises sont assez peu aidées quand elles veulent travailler sur l'absentéisme. On voit de notre côté que quand une entreprise, un employeur va avancer sur ce sujet, ça a nécessairement un coût de mettre en place un plan d'action et que le coût est un frein. Aujourd'hui,
l'entreprise qui veut mettre en place des solutions n'est pas soutenue financièrement, elle n'a pas droit à des crédits d'impôt, elle n'a pas d'exonération et d'incitation financière particulière à le faire. Vous en pensez quoi de cette question de l'absentéisme, avec un débat sur on donne plus de jours de carence dans le public que dans le privé, ce qui inciterait moins les salariés à s'arrêter quand on est dans le privé que dans le public? Ma question est au moins plus directement posée. Oui. Alors, d'abord, mal nommé, c'est rajouter à la misère du monde. Donc, quand vous parlez d'absentéisme, déjà, vous mettez une cible sur les travailleurs. Tous les travailleurs? Tous les travailleurs, soit publics ou privés, comme s'ils faisaient exprès d'être absents. Et quand vous parlez avec les organisations syndicales, qui sont quand même dans le débat public, dans le dialogue social, quand vous parlez d'absentéisme comme ça, ils disent au MEDEF et aux autres, pourquoi les salariés n'ont pas le droit d'être malades? Alors, c'est un peu facile quand même. Parce que non mais attendez, c'est un peu facile. Ça veut dire que je peux aller même jusqu'à vous dire que même si 20% des absences sont des absences, je dirais... complaisantes. De complaisantes. Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a 80%, c'est des absences de maladie? On va y venir. C'est des absences de maladie. Et cette maladie, juste pour vous donner une définition intéressante, celle de l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, qui est quand même... L'institution. L'institution, exact, qui définit la santé pas comme une absence de maladie, et qui définit qu'il y a 3 santés. Il y a la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Est-ce qu'une fois en France, on veut bien arrêter de parler de solutions miracles, jours de carence et autres bêtises de ce type-là, et essayer de comprendre comme si c'était une vraie maladie, comme le sida ou comme le Covid, et qu'on ait une approche systémique pour faire de la prévention primordiale, c'est-à-dire d'établir un modèle pourquoi les gens s'arrêtent au travail, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Donc un diagnostic très fin des pourquoi. Très fin, d'accord. Prévention primordiale. C'est ça. C'est comme ça qu'on a réglé les problèmes de sécurité routière, sida, au Covid et comprendre la source pour essayer de le traiter ensuite. Comprendre les causes, évidemment. Absolument. Si on ne comprend pas les causes, c'est pas avec des solutions miracles qu'on va résoudre le problème. Encore moins un jour de carence. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre en charge une réponse collective sur cette question du public et du privé, mais vous, vos enjeux, c'est quand même des sujets extrêmement sérieux, puisque vous faites des bilans prédictifs des principaux cancers. Absolument, oui. Et donc, vous vous pluguez à l'entreprise et vous allez mettre à disposition l'ensemble des services. C'est bien ça. Ce type de dispositif, en effet. Donc, nous, notre objectif, c'est de prédire le risque de survenance des principales maladies, que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc là, on n'est pas sur des arrêts maladie de courte durée. On est sur du longue durée. Très longue durée. Voilà. Donc, en effet, ça implique un investissement de la part de l'entreprise pour des bénéfices à court terme, moyen terme et long terme, et donc lutter contre l'absentéisme de longue durée. Juste sur les chiffres, sur les taux, alors ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il faut bien distinguer les courtes durées des longues durées. C'est très technique, les niveaux de taux d'absentéisme, mais en tout cas en macro, selon le baromètre de l'absentéisme 2024, Mercer, c'est chez vous, 2023, 4,8, 2022, 5,2, et 2021, 4,8, c'est-à-dire qu'on est comme ça dans ce système un peu fluctuant, mais je vois quand même qu'il y a une augmentation des arrêts maladie de courte durée, si je ne m'abuse, qui ont progressé. J'ai vu dans l'IBET, dans l'étude, que ça a un coût colossal pour l'entreprise. Et vous avez démarré l'émission en disant il n'y a pas beaucoup d'entreprises finalement qui se donnent les moyens de mettre en place une politique de lutte contre l'absentéisme. Comment vous l'expliquez? C'est un peu comme, excusez-moi, mais un peu comme les vols en magasin en grande surface. On se dit il y a 5% de vols et on le fait rentrer dans notre bilan à la fin de l'année. On sait qu'il y a 5% de vols. On l'assume. Comme pour l'absentéisme. On se dit après tout, on a tant d'absents. Bon, on l'assume, on le rentre dans le bilan. C'est pas vraiment assumé. Alors, sur l'évolution de l'absentéisme, effectivement, ce qu'on voit, ça peut s'apparenter à une bonne nouvelle, parce qu'on voit qu'en 2023, le taux est sensiblement en recul. Malheureusement, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, parce que quand on regarde, en fait, on voit que c'est surtout les arrêts de courte durée, entre 6 et 15 jours, effectivement, qui ont été divisés par 2. Donc il y a moins d'arrêts, mais en fait, c'est tous les arrêts Covid qu'on avait encore en 2022, qu'on ne retrouve plus en 2023. D'accord. Donc les arrêts de travail, les causes intrinsèques sont encore là, parce qu'on n'a pas encore eu de vraies actions en entreprise pour corriger cet absentéisme. Donc on est toujours face au même problème. Je vais être plus cash parce que le temps presse. Est-ce que beaucoup de salariés utilisent le levier de l'absentéisme pour parler à leur manager en disant écoute, moi je me sens mal au travail et je voudrais te dire quelque chose et je vais m'arrêter. On l'entend parfois, le salarié dit ça continue, je vais me mettre en arrêt maladie. On l'entend ça. Alors, non oui, on l'entend ou on l'entend pas? Pardon, vous posez là, vous ouvrez une porte très intéressante. C'est en France, on vit je parle toujours des organisations de travail publiques et privées. On vit malheureusement sur 3 biais
trois biais méthodologiques énormes. Mais quand je dis énormes, telluriques. En France, on confond emploi et travail. La preuve, c'est que Pôle emploi a été renommé France Travail. Je vous confirme. On confond le rôle du RH et le rôle du manager. Le RH, il est là pour assurer le droit du travail, s'occuper de l'emploi, du recrutement, de l'évolution de carrière, de la mobilité, de la formation. Pas du bien-être ? Non. Ah voilà, je savais que j'allais me faire engueuler. Non, il a ses responsabilités. Dans le cadre du dialogue social, il peut faire des accords avec les syndicats sur la prévention, la QVCT, etc. Mais quand on parle du travail, le seul responsable du travail, et vous l'avez très bien dit avec votre exemple, quand quelqu'un n'est pas bien, il ne va pas voir la DRH, il va voir son manager. C'est son manager qui s'occupe de l'organisation, du contenu et des relations. Et quand ça se passe mal, on se met en arrêt maladie. Et alors, il se met en arrêt maladie, et les managers disent, s'il est malade, allez voir la DRH. Et donc, on n'avance pas. Mais donc, on n'avance pas. Et le troisième biais méthodologique, c'est de confondre les effets et les causes. On travaille sur les effets, on cherche tout de suite des solutions sur étagère, au lieu d'analyser les causes. J'en reviens à Camille, je vous repose la question. Dans les causes profondes qui justifient l'absentéisme, on a évoqué le Covid, on en sort. Quelles sont chez vous, dans vos diagnostics, les causes profondes qui expliquent que des collaborateurs, des salariés, des cadres s'arrêtent de travailler ? Alors, c'est multifactoriel, il y a plein de causes. Parmi les principales causes, en fait, ce dont on peut parler, il y a un sujet bien sûr autour de la santé mentale. On le voit effectivement de notre côté quand on travaille chez nos clients, et ça sera une grande cause nationale pour l'année prochaine, donc c'est une très bonne chose. C'est très large, la santé mentale. C'est très très large, la santé mentale, et on peut faire un petit focus, si vous voulez, sur le sujet de la santé mentale des femmes. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on analyse l'absentéisme et des différences entre hommes et femmes, on voit que les femmes sont 2 fois plus absentes que les hommes. Une fois, il y a des raisons mentales et physiques à ça. Et encore une fois, c'est multifactoriel, mais si on s'intéresse à la santé mentale du coup des femmes, on voit qu'à la fois, on va retrouver des raisons personnelles et des raisons professionnelles. Les femmes s'arrêtent plus que les hommes dans les chiffres. Exactement, 2 fois plus aujourd'hui, et 2 fois plus élevées. Et ce qu'on va retrouver à l'intérieur de tout ça, alors effectivement, aujourd'hui, il y a encore 65% des actions de parentalité qui sont réalisées par les femmes. Les femmes qui sont encore moins bien payées que les hommes, 14% moins bien payées que les hommes à métier équivalent. Donc elles sont encore beaucoup plus sollicitées mentalement que les hommes. Mais Anne, la prévention, puisque là on parlait du rapport emploi-travail, vous êtes sur une thématique, et vous l'êtes aussi, sur l'idée de prévenir. Absolument. Parce que ce sont vos outils. Plus on prévient, plus on fait de la marque employeur, je le dis un peu cyniquement, mais pour un RH, c'est aussi de dire, nous, on sait prendre soin de nos collaborateurs. Oui. Ça, c'est un outil de réduction potentielle de l'absentéisme ? Alors, bien sûr. Donc là, c'est vrai que vous avez mis quelque chose en avant qui est très intéressant, c'est de sortir de ce système du tout curatif vers le préventif, puisqu'on est en France, en fait, encore, même s'il y a énormément d'initiatives de santé publique sur la prévention. C'est quoi ? C'est du sport ? Alors, c'est tout. Là, c'est le dépistage. On a parlé beaucoup d'Octobre Rose, donc la France en fait a revêtu. Ça cartonne. Voilà, ça cartonne. Là, on est sur Movember, donc la santé masculine. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'entraîner l'ensemble de l'écosystème, parce qu'il n'y a pas que le système de santé, il y a aussi l'entreprise, il y a l'individu, et puis il y a l'éducation, pour permettre justement de mettre en place ces systèmes de prévention. Mais attendez, excusez-moi, est-ce que vous avez le droit, alors je me tourne vers vous, puisque vous parlez beaucoup des partenaires sociaux, est-ce qu'un DRH a le droit de convoquer un collaborateur qui est absent trop régulièrement en lui demandant qu'est-ce qui se passe ? Non. On est d'accord. Non, mais je voulais juste vous l'entendre dire. Ce n'est pas possible juridiquement. Ce n'est pas possible. Et puis, il ferait une erreur méthodologique. Il faut garantir le secret et le circuit médical. Bien sûr. Surtout en France. Et le circuit juridique. Donc, si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, vous parliez des absences. D'abord, sur ces absences, je parlerai d'arrêt maladie, si vous permettez, et que des entreprises. Il y a 3 types d'arrêt maladie. Vous avez ce qu'on appelle la maladie ordinaire, moins de 90 jours. C'est ça. La longue maladie, plus de 90 jours jusqu'à 3 ans, etc. Et les accidents du travail et maladies professionnelles. Face à ces 3 risques, en France, encore une fois, nous avons un système assurantiel qui est fléché. Une institution de prévoyance, elle ne va pas regarder les accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle va. Et quand on regarde le problème d'absentéisme au travail, excusez-moi, j'emploie des fois le terme, il faut savoir que sur des centaines de millions de données qu'on a collectées avec tous les assureurs, les institutions de prévoyance et les mutuelles avec qui on travaille, 60%
60% des arrêts maladie longue durée, maladie grave. C'est pas les accidents du travail, maladie professionnelle, c'est pas la maladie ordinaire. Viennent de quoi? Des facteurs de risque de l'environnement du travail, conditions de santé travail. mentale et troubles musculo-squelettiques. Camille, juste un mot, un chiffre, 297 milliards, c'est la perte de compétitivité, ça c'est intéressant, parce que vous qui accompagnez les entreprises, faites de la prévoyance, ça a aussi un coût évidemment économique pour la collectivité, pour l'État évidemment, mais pour l'entreprise, et puis ça peut avoir aussi un coût induit en disant mais vous avez trop d'absentéisme, un jour ça va vous finir par vous coûter très cher. Comment ça se passe ça techniquement? L'entreprise, quand elle a trop d'absents, trop d'absence, comme à l'école, elle est sanctionnée? Non, il y a des coûts directs, effectivement. Non, mais je pose des questions naïves pour voir. Sur les ATMP, elle est sanctionnée. Les ATMP. Voilà. Accident du travail. Mais c'est pour ça que je pose ma question sur les absences, arrêt maladie. Après, elle le paye au quotidien parce que c'est de la désorganisation, parce qu'on n'avance pas aussi vite, parce que c'est des remplacements, etc., etc. Donc l'entreprise le paye. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver à transformer le projet. Tout le monde est concerné par l'absentéisme. Tout le monde a envie d'avancer, mais on a du mal à passer à l'action. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et notamment, un point très important pour nous, c'est le sujet de la gouvernance. Aujourd'hui, le DRH est très seul face à ce problème-là. Il n'est pas outillé, pas aidé, pas soutenu par son COMEX, pas en lien avec le business. Tout le monde s'en fout un peu, en fait, à part le DRH. Alors, à l'heure des charges, tout le monde a beaucoup de travail. Et en tout cas, le DRH est très seul. Camille est sympa avec ses clients. Le DRH est très seul face à ça. Et pour nous, la réussite, ça passe par la mise en place d'une gouvernance qui embarque tout le monde. Donc, une prise de conscience, quand vous dites une gouvernance. Une vraie prise de conscience. Et ce n'est pas uniquement le sujet du DRH. Ça embarque tout le monde dans l'entreprise. La prévention que vous faites sur des sujets aussi sérieux et aussi angoissants que le cancer du sein, que les cancers, comment ça se passe pour vous? C'est une entreprise privée, qui venait apporter ce service. Oui. Puis ensuite, j'imagine que vous réfléchissez sur un circuit médical et un accompagnement. Absolument. Alors en fait, donc nous, on accompagne les entreprises dans ces dispositifs de prévention à destination de leurs collaborateurs. Évidemment, c'est fait sous le signe de l'anonymat et du volontariat et du secret médical. On les accompagne à la fois dans la mise en place de la communication autour de ces sujets qui sont encore très difficiles à aborder dans l'entreprise parce que c'est encore tabou. Nombre de salariés qui sont absents ont du mal à déclarer leur maladie. Donc c'est pareil en fait pour faire de la prévention. Les entreprises, elles ont, et je rejoins en fait ce qui a été dit. La DRH sera informée lorsque votre collaboratrice qui a pris le service et qui a fait la prévention du cancer du sein, dans le cadre du service mis en place par l'entreprise, est-ce que la DRH, excusez-moi, je pose des questions très naïves aujourd'hui, sera informée de la maladie de sa collaboratrice? Elle ne sera pas informée, c'est le secret médical. Non, mais c'est important elle n'aura jamais accès aux résultats médicaux de ses collaborateurs. Elle ne saura pas non plus quels sont les collaborateurs ou collaboratrices qui ont effectué ce type de bilan prédictif. Donc l'anonymat. Avant de nous quitter, je suis désolé, mais le temps file et je m'en excuse. Vous allez l'envoyer à Michel Barnier, le Premier ministre, votre étude de l'IBET, avec tous les chiffres très détaillés, parce que j'invite tous ceux qui nous regardent à aller voir cette étude. Absolument, oui. On est en contact avec, évidemment, tous les circuits gouvernementaux et politiques sur ces... Et on vous répond quoi? Mais malheureusement, ça fait 15 ans qu'on les inonde d'informations, etc. Comme ils bougent tout le temps, ils ne restent pas en place, ils ne restent pas plus. D'accord, ok. On a un petit peu de mal, donc vous voyez... peut-être un peu un phare dans la nuit, quoi. Ouais, on travaille avec des professionnels, c'est ça qui fait plaisir, ils font de la prévention, ils essayent de poser les problèmes, les bons problèmes, parce qu'ils ont un peu de distance avec les assureurs. Et d'éveiller. Voilà, on essaye professionnellement de se voir, d'essayer d'aider les gens. Au-delà des polémiques politiques et très médiatiques. Si, par exemple, on reconnaissait uniquement que la santé mentale est un vrai problème, rien que ça, ça ferait beaucoup de bien. Parce qu'on a des préventeurs pour faire ça, on a beaucoup de solutions pour ça. Voilà. Mon oreille brûle, Nicolas Juchat me dit que c'est terminé et je m'en excuse parce que ce débat, j'aurais aimé le poursuivre longtemps avec vous. Vous allez revenir parce que les enjeux de santé mentale, on va les traiter. Merci à vous, Victor Vaknin, fondateur Mozart Consulting avec l'étude IBET, qui est absolument passionnante. Merci à vous, Camille Moss, directrice technique et offre Mercer Marche Benefits France, je l'ai dit en entier. Et merci à vous, Anne Kerzan. C'était un vrai plaisir, directrice marketing communication chez Predi Life. Merci à vous. Et puis on tourne une page, évidemment, c'est le livre de Smart Job. On parle du management ou manager bonsaï. Qu'est-ce que ça veut dire, ce joli titre poétique? On en parle avec son autrice.
Le livre de Smart Job avec un livre, en finir avec le management bonsaï. On va voir la couverture, c'est sorti chez Erol et l'autrice est avec nous, Florence Marty. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. D'abord, j'ai dit que j'aimais le titre parce que je trouve ce titre très intéressant, très imagé. C'est une très belle image qui raconte qu'on ne s'épanouit pas quand on est un collaborateur dans un espace trop étroit, trop petit. Bonsaï, c'est ça l'idée. Ben c'est ça, vous avez tout compris. Effectivement, c'est l'idée de se dire que en fait, les managers et les collaborateurs, ils partagent une même problématique. C'est que lorsqu'on contrôle, on ne peut pas s'épanouir. Et quand on n'est pas épanoui, on n'arrive pas à bien vivre dans son équipe et dans son entreprise. Je précise que de la fenêtre d'où vous parlez, vous êtes auteur, autrice, vous avez déjà sorti un livre précédemment, mais vous avez une expérience de 25 ans dans les RH. Le curseur au bon endroit, il se met où? C'est le manager qui doit être formé à quoi? Une écoute fine, à laisser de l'autonomie. Comment vous regardez ce sujet qui est central aujourd'hui dans l'entreprise? Mais la question de l'autonomie, c'est une question qui se partage autant pour le manager que pour le collaborateur. J'en parle dans un des 9 principes du livre, qui est le principe Dirty Dancing. Ça me fait rire parce que moi j'ai adoré ce film et qui a énormément finalement de sources d'inspiration pour un manager. Et à un moment donné, Johnny dit à bébé, ça c'est mon espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Je ne rentre pas dans ton espace et tu ne rentres pas dans le mien. Donc ça marche pas quand on fait ça? Mais non, ça marche pas. Il faut bien qu'il y ait un interespace entre le manager et le collaborateur pour qu'il se passe quelque chose entre eux. Alors en fait, ce qui se passe entre eux, c'est la musique, c'est le rythme, c'est le fait de se mettre d'accord sur la manière dont on apprend, dont on grandit, dont on se développe. C'est ça qu'on a en commun. Mais le manager ne peut pas faire à la place du collaborateur, il ne peut pas danser à la place de son collaborateur, et le collaborateur ne peut pas non plus se substituer à celui qui, à un moment donné, doit guider, organiser. Donc chacun a sa juste place. Ben voilà. Un mot, Florence, que je trouve intéressant, c'est mettre KO son ego. Oui. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, vous placez déjà une dimension d'ego chez le manager, donc de quoi? D'une sorte de posture, un petit peu de pouvoir et de puissance? Alors, c'est pas une position qui est partagée par 100% des managers. Mais c'est vrai que de manière un petit peu culturelle, quand on est manager, vous voyez, j'ai repris le management d'une équipe il n'y a pas longtemps et les gens me félicitent pour cette promotion. J'ai pas l'impression... Et pour votre sourire, non? Parce que vous souriez comme ça avec vos J'espère. collaborateurs? Mais tout le temps. Quelle énergie incroyable! Tout le temps. Mais c'est pas tellement une promotion, je suis pas au-dessus d'eux, c'est une mission, le management. Et donc un partage dans votre esprit. En fait, moi j'ai une mission à un moment donné de développer, évidemment, de faire passer les informations. J'ai une mission sur la stratégie de l'entreprise. Je dois donner une vision, des orientations. Parfois, on doit arbitrer, mais je suis Et pas valoriser en même temps. Évidemment, mais je suis pas au-dessus d'eux. On n'a juste pas la même mission, c'est tout. Mais la philosophie de ce livre, quand on écrit un livre, on part d'une idée, on marche dans la rue, on se dit, il faut que j'écrive là-dessus. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, avant de nous quitter, à ouvrir votre ordinateur et à sortir ce livre qui existe bel et bien chez Erol? Je l'ai depuis 10 ans en tête, ce livre, 10-15 ans. Parce que j'ai fait de la formation et ce que j'ai vu, c'est que les managers, finalement, me disaient, j'ai l'impression de manager des gamins. J'ai l'impression de devoir toujours tout contrôler. Ils se plaignent de ça et ils le vivent assez mal. Et en même temps, on est dans des organisations en France qui poussent les managers à contrôler leurs équipes. À processer de plus en plus et à faire du contrôle. Alors, exactement. Dans l'effet bonsaï, j'ai distingué 3 formes d'effet bonsaï. Une forme sérieuse, une forme sévère, une forme sérieuse et une forme modérée. Dans la forme sérieuse, on a les dominants, les méfiants et les gestionnaires. Alors, vous voyez, quand vous dites on pilote par le chiffre, on fait des reporting, ça, c'est les gestionnaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et finalement, au moment du Covid, ça a pu être un petit peu difficile. On a mis en tête l'idée qu'on pouvait piloter les gens par des chiffres. C'est pas totalement vrai, en fait. Est-ce qu'on peut piloter une autrice aussi passionnée par le temps? Et si je vous invite à revenir sur le plateau de Smart Job? Volontiers. Avec ce sourire et cette énergie très communicative. Merci Florence Marty, je suis absolument désolé. Merci infiniment. En finir avec le management bonsaï à lire chez Erol. Florence Marty était notre autrice et invitée dans le livre de Smart Job. Nous sommes très en retard. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Alice à la réalisation, merci à Saïd au son. Je le dis très vite, en accéléré comme dans les pubs. Et merci à Nicolas Juchat à la programmation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.